Bonsoir à tous. Donc là, normalement, tout le monde est rentré. Donc merci de couper votre son avant qu'on démarre. Et bonsoir à tous. Donc on fait ce soir le deuxième webinaire de l'année, des webinaires du CGMS. Et je remercie le docteur Thomas Geoffroy qui nous fait le plaisir voilà, de nous avoir préparé une présentation sur un sujet qu'il connaît parfaitement, puisque c'est vraiment un sujet sur lequel il travaille beaucoup. Je pense qu'il ne doit pas être loin d'être la personne qui fait le plus de PIM en France. Parce que moi, j'avais fait ma thèse avec lui sur le sujet et pas beaucoup de monde n'en fait. Et donc, on a vraiment un expert avec nous. Et donc, il va nous parler des douleurs de jambes à l'effort et plus particulièrement je pense, du syndrome des loges, puisque c'est la maladie qu'il connaît le mieux. Donc voilà, Thomas, je vais te laisser la parole. Et puis, je crois que la présentation, du coup, c'est un premier topo et puis après des cas cliniques. Donc, il faudra essayer que ce soit un petit peu interactif et de participer quand il nous posera des questions, soit sur le chat, soit de prendre la parole au micro si vous en avez envie. Voilà, Thomas, je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Merci Pierre pour cette présentation succincte mais parfaite. Voilà, donc je suis médecin du sport et MPR. Je travaille à Paris à la clinique Nolay et à Saint-Maur-des-Fossés à l'IMS Victoire. Et en effet, je vois beaucoup de patients pour des douleurs de jambes à l'effort, sujet assez vaste. On va parler un petit peu des différentes étiologies et puis on aura un gros focus sur le syndrome de Loge d'effort et l'artère poplitée piégée. Alors, je vous ai fait un petit plan. D'abord, on va parler de la périostite, de la fracture de fatigue, de l'artère poplitée piégée. On va parler essentiellement de la symptomatologie, de la clinique et du traitement. Vous m'entendez? Oui, très bien. C'est bon, on t'entend, Ouais. on t'entend. Je sais pas, j'ai eu un message. L'autre souhaite que vous réactiviez le son. Je sais pas. Bon. Ouais, je sais pas, il y a eu un problème. T'inquiète, on Ouais. t'entend. Ok, ça marche. Donc, je disais pour le syndrome de Loge chronique, on parlera également de la physiopathe, de la technique de mesure de pression de Loge et du traitement chirurgical. Je parlerai un petit peu des autres diagnostics plus rares à évoquer et ensuite on fera quelques cas cliniques. Série arthrogryphique. Ok. Alors, on va commencer avec la périostite. Alors, la périostite, les douleurs touchent le bord postéromédial du tibia sur 5 à 10 cm, essentiellement le tiers moyen, tiers distal. Les douleurs sont volontiers bilatérales. Le contexte de la périostite, ça va être une surcharge mécanique. Donc, le patient, il va décrire une augmentation de l'intensité ou de la modification du type d'entraînement. Il va s'être mis au saut, avoir fait des accélérations de la côte. On peut avoir aussi une modification récente du matériel. Il a changé ses semelles, il a changé ses running, il a changé de sa surface de pratique. Par exemple, pour un joueur de tennis, il est passé sur du dur alors qu'il joue habituellement sur terre battue. On va avoir cliniquement une palpation qui va être douloureuse. Alors ça, c'est assez évident, mais il faut palper au bon endroit, c'est surtout ça. Donc il faut bien mettre ses doigts en crochet et venir chercher le bord postéromédial du tibia. Alors on a parfois des périostites qui touchent le bord antérieur, mais typiquement c'est le bord postéromédial, donc il faut aller bien le chercher. On aura la contraction contrariée des muscles qui s'insèrent sur le bord postérieur, donc court fléchisseur des orteils et le tibial poste, des douleurs. Au début des douleurs de la périostite, les douleurs elles vont disparaître à chaud, un peu comme les tendinopathies, pour après devenir permanentes quand la périostite va s'aggraver. Et surtout, on aura des douleurs post-effort, le soir, le lendemain, 2 jours après. Le patient, quand il monte les escaliers, les premiers pas le matin, c'est douloureux. Ça, c'est très important parce que ça va différencier des autres étiologies. Alors, le traitement de la périostite, en première intention, on va refroidir, donc on va dire au patient de se reposer, d'éviter la course à pied, les sports à impact, plus ou moins donner des anti-inflammatoires si c'est très douloureux, on peut lui dire de glacer, et la mésothérapie peut être efficace. Alors, le bilan podologique et les semelles, ça peut être utile. Alors, si le patient il s'est mis à courir tous les jours alors qu'il courait pas du tout, bon, il y est allé beaucoup trop vite, beaucoup trop fort, c'était complètement idiot. On va le faire s'arrêter et puis il reprendra progressivement la course et ça va bien se passer. Par contre, s'il n'y a pas d'augmentation très intense de sa pratique, là, ça peut être intéressant. Ou si la périostite dure pendant plusieurs mois, ou si c'est un énième épisode, ça peut être intéressant de faire un bilan podo et de mettre des semelles en place. Alors, il y a les autres facteurs favorisants. Donc, on l'a dit, l'augmentation trop rapide de la charge d'entraînement, 9 fois sur 10, c'est retrouvé. L'excès pondéral, donc ça, faut en parler au patient, et puis c'est pas toujours très agréable pour le patient, c'est important. L'absence d'échauffement, l'hydratation insuffisante.
Déficit en calcium et vitamine D. J'ai eu une patiente comme ça, tennisman, haut niveau, périostite qui durait depuis 2 3 ans. Elle avait eu tous les traitements, elle faisait tout bien, mais en fait, elle avait des problèmes d'apport en calcium. Elle a vu une nutritionniste et en quelques semaines, ça s'est régulé. La kiné, alors la kiné, il y a plein de techniques et vraiment ce qui ressort dans la littérature, c'est les ondes de choc. Je passe assez rapidement sur la périostite, hein. C'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, mais il faut quand même en parler. Donc le traitement, la suite du traitement, reprise très progressive de la course à pied, ça c'est extrêmement important, sinon ça récidive. Il faut prévenir le patient que l'évolution, elle peut être très longue. Et la chirurgie, c'est en dernier recours, les résultats sont mauvais. Alors, la fracture de fatigue. La localisation, au contraire de la périostite, la localisation de la douleur, elle sera précise sur 2 3 centimètres. De la même manière, on aura un contexte de surcharge mécanique, donc une augmentation de l'intensité de l'entraînement ou une modification du matériel. Les douleurs seront présentes dès les premières foulées et elles vont s'aggraver durant l'effort. Et comme la périostite, on aura des douleurs post-effort. Alors, le traitement de la fracture de fatigue, la règle, c'est pas de douleur. Est-ce qu'on met des cannes, est-ce qu'on met pas de cannes, avec appui, sans appui? L'objectif, c'est de ne pas avoir de douleur. Donc, s'il faut, au début, on met des cannes, on met sans appui. On s'adapte. On va rechercher les facteurs favorisants, les troubles statiques du pied, donc bilan podo, semelle, un matériel inadapté. Pareil, est-ce qu'il y a besoin de semelles? Est-ce que les runnings sont adaptés? Carence en vitamine D et en calcium également. Et très important chez la femme, les perturbations hormonales, l'aménorrhée et l'anorexie. Alors l'anorexie, c'est pas que chez la femme, mais quand même beaucoup plus fréquent. Les ultrasons et les ondes de choc, assez peu utilisés dans les fractures de fatigue, mais il y a quand même des études qui ont des débuts de preuve, voilà, bas niveau de preuve que ce serait efficace. Alors, le temps de repos. Alors, le temps de repos, ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre du risque. Alors, si c'est la corticale antérieure du tibia, c'est risque élevé. Si c'est postérieur, c'est risque faible. La fibula, c'est risque faible. Et après, il y a différents grades en fonction de l'IRM. Hypersignal T2, osseux, médulaire, etc. Globalement, pour la fibula, c'est à bas risque, c'est 3 4 semaines de repos. Quand il y a une fracture, enfin quand il y a une fissure ou une fracture, on est plus sur du 1 mois et demi, 2 mois de repos. La grande question, donc on réévalue régulièrement les patients et comme la périostite, on reprend très progressivement. La grande question, ça va être pour le bord antérieur du tibia, est-ce qu'on va à la chirurgie? Alors pour le traitement conservateur, selon les études, on a moins de 50% de consolidation et 50% de retour au sport à 6 mois. La chirurgie a des bien meilleurs résultats, 87,8% de succès, 95% de retour au sport et entre 50 et 93% de retour au même niveau sportif. Alors en pratique, en tout cas moi c'est ce que je fais, j'essaye le traitement conservateur si et seulement si on est sur un bas grade. À partir du moment où vous avez une fissure, c'est mort, il faut faire appel au chirurgien. Alors, l'artère poplitée piégée. Donc, l'artère poplitée piégée, ça va donner essentiellement des douleurs postérieures, donc au mollet. Le patient, il va décrire une sensation d'étau, de crampes, parfois des douleurs vives aussi. C'est volontiers bilatéral. Le contexte, il va être complètement différent de la fracture de fatigue et de la périostite. Ça va être un contexte de douleurs chroniques en fond qui évolue depuis des mois, des années, qui peuvent s'aggraver sur les derniers mois, ces derniers temps. Souvent, ça apparaît chez l'adolescent, l'adulte jeune et préférentiellement chez l'homme. 3 hommes pour une femme. Rarement, ça peut apparaître chez une personne d'âge mûr qui débute une activité sportive qu'il n'a jamais pratiquée. Très important, l'examen de repos, il va être normal, au contraire de la périostite et de la fracture de fatigue. On va réaliser un test de provocation, on va faire des montées sur pointe et on peut avoir alors une diminution des pouls distaux et puis l'apparition des douleurs. Alors, le patient, il va décrire une claudication d'effort. Donc, cette douleur, elle va être systématique pour un type d'effort et une intensité. Donc, il va vous dire, par exemple, quand je pars courir, au bout de 15 minutes, je commence à avoir mes douleurs. Au bout de 20 minutes, je suis obligé de m'arrêter. Et la douleur, elle va s'aggraver en fonction de l'intensité de l'effort, va peut-être obliger l'arrêt de l'effort, mais pas pour tout le monde. Et le patient, il va décrire une amélioration rapide des symptômes avec la diminution de l'intensité de l'effort. Donc, c'est une claudication d'effort. Les symptômes, ils vont diminuer très rapidement au repos, mais parfois, le patient va pouvoir décrire des courbatures, des tensions qui vont persister 24-48 heures.
Alors, au niveau de l'imagerie de l'artère poplitée piégée, donc en première intention, souvent on va faire un échodoppler artériel dynamique avec manœuvre de flexion plantaire contrariée. Alors, c'est important de mettre tout ça sur votre demande et d'adresser vos patients dans des centres qui connaissent cet examen, parce que sinon, 75% du temps, l'échodoppler, il va être mal fait, donc il va revenir négatif, mais du coup, ce sera un coup d'épée dans l'eau, il faudra refaire l'examen. La sensibilité, elle est correcte, 80%. La spécificité, elle est mauvaise, par contre. D'accord? Donc, c'est très, très important d'avoir une corrélation entre la clinique et l'imagerie, parce que sinon, vous allez faire opérer des artères poplitées piégées qui ne sont pas symptomatiques. Spécificité qui est mauvaise. Donc, c'est un examen de première intention d'orientation, mais la confirmation diagnostique, c'est l'angioscanner. Et aujourd'hui, il faut demander vraiment l'angioscanner, sauf peut-être chez l'adolescent, voilà, parce qu'on évite le scanner chez les jeunes, mais globalement, l'angio-scanner est beaucoup plus précis que l'angio-IRM. Et pareil avec les manœuvres dynamiques. Et si vous avez une discordance entre la clinique et l'imagerie non invasive, ce qui existe, le gold standard, c'est l'artériographie. D'accord? Donc j'ai déjà eu deux patients qui sont allés à l'artériographie qui a objectivé l'artère poplitée piégée, qui n'avait pas été vue ni en échodoppler, ni en angio-scanner, mais la clinique était typique, donc on est allé jusqu'à l'artériole. Donc là, vous avez en haut des images d'angio-IRM, donc on voit bien le flux de l'artère poplitée piégée qui s'arrête complètement, et en bas, une reconstruction d'angioscanner. Alors, il y a plusieurs variantes anatomiques qui peuvent favoriser l'artère poplitée piégée. Je ne vais pas toutes vous les décrire. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des artères poplitées piégées sont de type fonctionnel, en environ 95% des cas, selon les études. Donc, c'est juste, en fait, il n'y a pas de variante anatomique. C'est le gastrocnémien médial, la plupart du temps, qui vient comprimer l'artère poplitée lorsqu'il se contracte. Donc, c'est le type F fonctionnel. Alors, le traitement de l'artère poplitée. Donc, avant de traiter une artère poplitée piégée, très important, on va toujours rechercher un syndrome de Loge chronique associé. Et ça, c'est très, très peu fait. Dans 24 à 30% des patients qui ont un syndrome de Loge postérieur, on retrouve des artères poplitées piégées. Et beaucoup plus important, chez 51 à 86% des patients qui ont une artère poplitée piégée, ils ont également un syndrome de Loge chronique. Donc, l'association, elle va dans les deux sens. C'est logique. Au niveau du traitement, donc, on peut tout simplement proposer aux patients d'arrêter le sport en cause ou de diminuer l'intensité de cet entraînement. On prend l'exemple d'un patient qui fait du triathlon. Si dans le triathlon, ce qu'il préfère, c'est le vélo et la natation, et qu'il a que des symptômes en course à pied, en général, ce sera ça. On peut lui dire, bah, écoutez, on n'est pas obligé de vous opérer de votre artère poplitée piégée. Vous pouvez aussi décider d'arrêter la course à pied. Ça peut s'entendre. Bon, en pratique, c'est rarement satisfaisant pour le patient. Mais voilà, ça peut être proposé au patient tout de même. Voilà, faut lui dire. Ensuite, on a le traitement par toxine botulique. Alors, ça fonctionne dans 60 à 70% des cas. La durée moyenne d'efficacité, elle est de 6 mois. Donc, ce n'est pas une solution thérapeutique de long terme. Donc, souvent, on a affaire à des patients jeunes. Donc, pareil, c'est assez peu satisfaisant. Mais par contre, c'est prédictif de la réussite de l'intervention. Donc, quand on a un échodoppler en jeu scanner qui montre une sténose, mais une sténose qui n'est pas forcément complète, un patient qui n'est pas forcément très symptomatique, ça peut s'entendre de réaliser une toxine botulique en première intention. Alors, la chirurgie, c'est le traitement gold standard. On a deux cas. Donc, on a des pièges anatomiques avec déviation de l'artère. Donc, ça, vous avez vu, c'est en gros 5% des cas. Ces pièges anatomiques, ils ont un potentiel fort de complications, anévrisme, thrombus, et la chirurgie fonctionne bien. 80% d'efficacité à 6 mois. Après, on a les pièges fonctionnels, la majeure partie des artères poplitées piégées. Alors parfois, on a l'impression que c'est des pièges fonctionnels, mais quand le chirurgien il ouvre, finalement, il trouve une bande fibreuse qui cravate l'artère, voilà, qui peut ne pas être vue sur les examens d'imagerie. Donc ces pièges fonctionnels, ils donnent pas de complications et la chirurgie, elle est un tout petit peu moins efficace dans les études. Donc en pratique, qu'est-ce qu'on fait? S'il y a un piège anatomique au risque de complications, bah, on va à la chirurgie, hein, on n'a pas le choix. Si c'est un piège fonctionnel, si le patient il est sportif, il est jeune et il ne souhaite pas modifier sa pratique sportive, bon, on n'a pas vraiment le choix, on ne va pas faire de la toxine botulique tous les 9 mois, on va à la chirurgie. Par contre, si le patient il est peu sportif, peu symptomatique, il ne souhaite pas de chirurgie ou s'il y a un doute diagnostic, on peut essayer la toxine botulique, on peut modifier sa pratique sportive ou on peut essayer de travailler la technique de course. On va en parler après. Toc, 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 je continue. Pierre, tu m'arrêtes hein, s'il y a des questions, s'il y a un souci. Ah oui, alors, Pas de questions pour l'instant dans le chat, je te dirai si jamais. je pense qu'on fera les questions à la fin, mais voilà.
Est-ce qu'on parle de syndrome du piège poplité ou de syndrome de l'artère poplitée piégée? Alors, en fait, la veine poplitée et le nerf tibial poste, ils peuvent aussi être comprimés, seuls ou en association avec l'artère. Alors, le piégeage veineux, ça va donner des sensations de gonflement du mollet, parfois des œdèmes, d'accord? Donc, ça, tout le monde connaît les œdèmes des chevilles, des membres inférieurs. Les douleurs, elles vont persister 12 à 24 heures après l'effort, elles peuvent persister plusieurs jours. Quand c'est le nerf tibial poste qui est comprimé, bah, on va avoir les signes de compression nerveuse, hein, donc des douleurs un peu plus neuropathiques, paresthésie, parésie, engourdissement, froideur. Et puis sur le long terme, on peut avoir une amyotrophie des muscles postérieurs de jambes qui va se développer. Alors, on y vient, le syndrome de loge chronique. Alors, la plupart du temps, ça touche la loge antérieure et la loge latérale de jambes. Grande majorité des cas, 75 à 90%. Ensuite, on a la loge postérieure profonde, puis la superficielle. Les patients, ils vont décrire des muscles qui deviennent durs, qui vont exploser, ils vont décrire une parésie, une perte de force. Ils peuvent avoir des paresthésies aussi au niveau des chevilles et des pieds. C'est volontiers bilatéral, 70 à 80% des cas. Et le contexte, ça va être comme l'artère poplitée piégée, ça va être un contexte chronique, ça évolue depuis des mois, des années, ils n'arrivent pas à s'en défaire, la kiné fonctionne pas. L'apparition, ça va être chez l'adolescent ou l'adulte jeune, plutôt sportif, mais ça peut, comme l'artère poplitée piégée, apparaître chez l'adulte à l'occasion d'un début d'activité sportive. J'avais eu une patiente comme ça, 56 ans, elle n'avait jamais vraiment fait de sport de sa vie, elle s'était mise à la marche rapide, marche nordique, et elle avait déclenché un syndrome de loge antérieure de jambe. Bon, c'est assez tard pour être développé, mais ça la gênait, elle ne pouvait pas faire son sport. Elle a été opérée, elle va beaucoup mieux. L'examen de repos, il est normal. Alors, ce qu'on peut voir, c'est l'hernie musculaire. En faisant une simple contraction contrariée, on peut voir des hernies musculaires, soit très souvent au niveau de la loge antérieure, parfois au niveau de la loge latérale. Alors après, on va faire le test de provocation. Donc moi, ce que je fais, c'est que je demande aux patients de monter sur pointe et de faire une flexion dorsale. Donc ils montent sur pointe, flexion dorsale. Ils sont debout. Ça marche très 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 bien. Et en 2 3 minutes, ils vont avoir des douleurs. On va voir les hernies musculaires apparaître. La loge, elle va être indurée, elle va être tuméfiée. Il y aura une douleur à la palpation et ils auront une faiblesse musculaire. Donc, comme l'artère-poplitée piégée, on aura une claudication d'effort, d'accord, qui est systématique, qui est reproductible. Le patient, il va dire, bah, au bout de 5 10 minutes de course à pied, ça commence à venir. Au bout de 10 minutes, ça devient insupportable. 12 13 minutes, je m'arrête. Et le temps de rentrer chez moi, ça va beaucoup mieux, les douleurs ont disparu. D'accord? Après, il peut décrire des sensations de muscles un peu lourds, de courbatures, pendant 24 48 heures. Alors, la physiopathe du syndrome de loge, donc c'est une augmentation anormale de la pression dans la loge musculaire. Il y a une inadéquation entre le contenant, qui est l'aponévrose inextensible, et le contenu musculaire, qui augmente de volume à l'effort. Donc, les conséquences, ça va être des troubles circulatoires, un œdème musculaire par défaut de retour veineux, et dans les cas les plus intenses, une ischémie musculaire. Alors, la mesure de pression de loge musculaire, c'est un examen qui est invasif. Ça se fait avec des grosses aiguilles, des pompeuses, des 18 gauges. Donc, c'est invasif, c'est douloureux. Donc, voilà, on n'y va pas comme ça sur un coup de tête, hein. Il faut avoir bien le diagnostic en tête. C'est l'examen qui confirme le diagnostic. D'accord? C'est le gold standard. Il n'y a pas d'autres examens aujourd'hui. Il y a eu de la recherche sur des IRM post-effort, etc., scintigraphie. Mais pour l'instant, ça, c'est pas, voilà, il n'y a pas de preuve assez forte pour utiliser ces examens. Il faut bien réaliser la mesure de pression de loge en période symptomatique. Si le patient il a arrêté, il se plaint de douleur à l'effort, à la course à pied, et qu'il a arrêté de courir depuis 3 mois et qu'il vient le jour J, il n'a pas couru depuis 3 mois, bah peut-être qu'il va réussir à courir pendant 3 quarts d'heure. Bah oui, il a pas couru depuis 3 mois, il a perdu du muscle, il a moins de muscle, donc moins de pression dans sa loge. Donc ce jour-là, il n'a pas de syndrome de loge, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la pathologie. Donc surtout, il faut dire aux patients de continuer à s'entraîner et à déclencher leurs symptômes. Alors, il faut essayer aussi de reproduire des douleurs max. Donc, on pousse le patient, vraiment qu'il ait ces douleurs qui l'obligent à s'arrêter. On ne le fait pas s'arrêter dès le début de la douleur, parce que sinon, on va avoir une pression qui va être un tout petit peu élevée. On sera le cul entre deux chaises et on ne saura pas si, s'il a un syndrome de Loge ou pas. Alors là, j'ai une petite vidéo, si je peux la lancer. Donc ça, c'est le test que je fais. Alors souvent, j'ai un tapis de cours, donc je fais courir les patients, mais parfois pour déclencher un petit peu plus fort. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc je fais ça. Ça marche très très bien. Je le fais toujours en consultation pour savoir si c'est un syndrome de Loge. Et là, si vous regardez bien, il y a une petite hernie musculaire qui apparaît. Hop, on la voit apparaître à chaque fois. Voilà. Hop. Là, c'est le matériel que j'utilise pour les mesures de pression de loge. Donc le tapis de course, un échographe.
un scope de réa qui nous donne la pression. Le scope de réa, il est relié à une tubulure. Sur cette tubulure, il y a un capteur de pression que vous voyez juste à côté des compresses. Ce capteur de pression, il est relié à une poche de sérum phi qui est mis sous pression. Voilà. Elle est mise sous pression à 300 mm de mercure. Il y a le capteur de pression qui est relié, et de l'autre côté du capteur de pression, il y a l'aiguille qui va dans la loge musculaire du patient. Et donc en fait, le scope de réa, il calcule le différentiel. On le tare à zéro avant de piquer, il calcule le différentiel et il nous donne la pression dans la loge musculaire. Alors il y a une autre technique de mesure qui est avec un appareil Compass. On en parlera peut-être dans la discussion à la fin avec Pierre. C'est un examen qui est moins précis aujourd'hui. Et puis on a des doutes sur sa précision, sur son efficacité. Voilà, mais on en reparlera. Euh, Alors, les critères de positivité de la PIM. Donc il y en a plusieurs qui ont été décrits. Il y a un moment maintenant, alors j'ai plus l'année, mais je crois que c'est dans les années 90. Donc les critères de positivité, supérieur à 15 au repos, supérieur à 30 une minute après l'effort, et supérieur à 20 5 minutes après l'effort. Alors en pratique courante, euh, il y en a pas mal qui sont difficilement applicables en fait. La mesure de repos et la mesure à 5 minutes, dans les études, en fait, les valeurs se chevauchent entre les sujets sains et les sujets malades. Donc en fait, on peut se poser la question de la pertinence de ces mesures. La mesure à 5 minutes, moi, je la fais jamais. La loge antérieure, on a des pressions qui sont souvent en repos autour de 25-30, même si chez les sujets asymptomatiques. Donc ça voudrait dire que les patients ont un syndrome de Loge. Bon, je suis pas sûr. Et en post-effort, elles sont souvent très élevées. Souvent, quand mes patients ils sont positifs, c'est entre 60 et 120. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les études. Alors, est-ce que le seuil de 30, il n'est pas un petit peu bas pour dire que c'est positif au niveau de la loge antérieure et de la loge latérale? Par contre, les loges postérieures, les pressions, elles sont beaucoup plus faibles. Quand on a des mesures positives, souvent, c'est autour de 35-40. Donc, pareil, est-ce que ce seuil de 30, il est valable? Dans la littérature, il a été défini pour la loge antérieure de jambe. Et le matériel, j'en parlais rapidement, mais la technique de mesure est très importante. Le scope de réa, il n'y a pas de souci, c'est précis, il y a un robinet qu'on ferme. Le compas, c'est un piston, on appuie, et en fait, on s'est rendu compte que si on relâchait la pression avec le pouce au niveau du piston, bah, la pression, elle redescendait de manière anormale, alors que si on mettait un robinet, on fermait comme avec le scope de réa, on avait des pressions beaucoup plus élevées. Donc en fait, le compas, on n'est pas sûr que ce soit très fiable de la manière où l'utilisent la plupart des gens, voilà, la plupart des médecins. C'est un peu problématique. Au niveau du traitement du syndrome de Loge, alors il y a la modification de la charge d'entraînement ou de la pratique sportive, comme l'artère poplitée piégée. Bon, ça c'est peu satisfaisant la plupart du temps. Aucune preuve d'efficacité, les kinés, enfin la kiné, et les semelles orthopédiques, la modification du schéma de course et la toxine botulique. Donc ça, on va en parler. Donc alors pour la modification du schéma de course, il y a eu des études qui ont regardé ce que ça donnait bah, de modifier la technique de course avec une attaque un petit peu plus sur l'avant-pied, des foulées plus courtes, une augmentation de la fréquence des foulées, une utilisation accrue des ischio-jambiers et un poids du corps vers l'avant. Alors c'était des programmes en milieu militaire sur 6 semaines avec 3 séances d'entraînement par semaine de course à pied. Et c'était fait au niveau des loges antérolatérales. Alors, ils ont regardé la distance parcourue au bout de 6 semaines d'intervention. Alors, les résultats, ils sont plutôt pas mal, hein. Il y a une augmentation de la distance de course de 43% et une diminution de la pression intramusculaire de 36%. Alors, toc, toc, toc. Alors, vous voyez dans le schéma en bas, mean run distance, avec mon anglais parfait, vous voyez avant l'intervention 2,1 km. Donc, augmentation de 43%, on peut se dire c'est génial, mais en fait, ils peuvent courir 3 km après l'intervention. Donc, bon, quand on veut faire de la course à pied, 3 km, c'est quand même pas incroyable. Donc, même si le résultat il est prometteur, en pratique, c'est quand même peu satisfaisant. Et après, il y avait un questionnaire, en gros, questionnaire de satisfaction. 100%, ça veut dire qu'on n'a pas de gêne, pas de limitation. Et on voyait qu'il y avait une amélioration constante au cours de l'intervention et qui persistait à distance parce qu'à 4 mois, il y avait une amélioration par rapport à 6 semaines. Et vous voyez, au niveau de la pression, c'était 73 en post-effort avant intervention. Et après intervention, c'était à 47. Donc 47, c'est quand même toujours élevé. Là, donc c'est l'autre étude. Alors là, pour le coup, c'est un peu mieux. À 1 an, tous les patients ils couraient plus de 5 km et deux avaient réalisé un semi-marathon.
Donc c'est quand même pas mal. Et on voit que pardon, la pression dans la loge musculaire, le schéma de droite en pré-intervention, donc c'est un peu ce que je vous disais. Au repos, on est déjà à 40 millimètres de mercure. Donc c'est pour ça que je vous disais la limite à 15 avant effort, elle me paraît très très basse. Là, on est déjà supérieur à la limite post-effort, 40, qui est soi-disant 30. Et en post-effort, les patients en moyenne, ils arrivaient à 80 après la course. Et par contre, 6 semaines après l'intervention, on avait une amélioration. Alors au repos, ça changeait pas beaucoup, ils étaient autour de 35-38. Mais par contre, en post-effort, ils passaient de 80 en moyenne à 40 millimètres de mercure. Donc quand même, la modification de la technique de course a plutôt bien fonctionné. Bon, alors c'est quand même prometteur, voilà, cette modification de la technique de course, mais il y a quand même des limites. 3 séances d'entraînement par semaine pendant 6 semaines avec des spécialistes de la course en milieu militaire. Bon, c'est pas, tout le monde ne peut pas le faire. L'effectif des études, il était assez faible, 20 et 10 patients. L'efficacité, on voit qu'elle est partielle, hein. C'est pas non plus des patients qui vont courir des marathons. C'est que les études portaient que sur la course à pied. Donc on peut se poser la question des autres sports, hein, parce qu'il y a pas mal de patients qui ont des syndromes de loge en foot, en tennis, enfin tous les sports collectifs et sports de raquettes. Et puis on peut se poser aussi la question des loges postérieures, parce que là c'était que sur les loges antérieures. Alors la toxine botulique, il y a eu pas mal d'études. Globalement, je vais passer rapidement sur ces résultats, mais globalement, ça fonctionne. Ça diminue les douleurs, ça diminue la pression intramusculaire, mais l'effet, il est temporaire. En fonction des études, 6 à 9 mois. Il y a souvent une perte de force qui dure quelques semaines et qui peut être gênante pour la course à pied. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'études, hein, qui ont regardé. Là, c'est une thèse récente, je crois que c'est une médecin française en 2020 sur 20 patients loge antérolatérale. Résultat, excellent 25%, bon 30%, moyen 25%, mauvais 20%. C'est quand même mitigé. Et puis, durée moyenne d'efficacité, 4,7 mois. Donc voilà, deux problèmes, hein. Efficacité temporaire de la toxine chez des patients jeunes, puisque un patient qui a 20 ans, on va lui dire qu'il fait de la toxine tous les ans pendant 40 ans. Et puis l'atrophie musculaire sur le long terme de la toxine botulique. Alors le traitement phare, hein, le traitement qui fonctionne du syndrome de Loche, c'est la chirurgie, c'est l'aponévrectomie de décharge. Donc en fait, le chirurgien vient enlever, il vient pas juste couper l'aponévrose, il vient enlever une bande d'aponévrose pour être sûr qu'elle ne se recolle pas et qu'il n'y ait pas de récidive. Je vous ai mis des petites images de blocs que mon collègue Romain Rousseau m'a envoyées. Alors, les complications de la chirurgie du syndrome de Loge, alors c'est les lésions du nerf fibulaire superficiel qui peuvent être transitoires ou permanentes, 15% des cas quand même dans une série. Hématome, 28%, c'est temporaire, hein, c'est transitoire. Raideur de cheville, 3%, désunion de cicatrices et récidive de syndrome de Loge, 4,3%. Les suites opératoires, elles sont assez simples. Ablation de redon à J1 ou J2 en fonction du saignement. Marche dès le lendemain en béquille. Pas de bas de contention. Soin de cicatrice pendant 15 jours. Reprise d'une marche normale en moins d'un mois pour la quasi-intégralité des patients. Et reprise du sport pratiqué entre 4 et 8 semaines. Donc c'est assez rapide. Et dans 95%, reprise du sport en question sans aucune douleur. Donc c'est quand même très bon résultat. Alors les autres diagnostics à évoquer. Les tendinopathies, d'accord? Bon, souvent, ça va donner des douleurs qui vont être plus tiers distales de jambes et qui vont irradier dans la cheville et dans le pied. Cicatrices de lésions musculaires anciennes, ça, on en voit énormément dans les douleurs des mollets. Attention, sur des tennis legs, des patients qui ont eu beaucoup de tennis legs avec des grosses cicatrices fibreuses. Alors là, on va faire kiné à fond, hein, massage décontracturant, de l'excentrique, des étirements. Et en dernier recours, il y a des chirurgiens qui reprennent ces cicatrices de tennis leg, d'accord, avec parfois des bons résultats. Donc, quand vous avez un patient comme ça qui a des douleurs du mollet depuis 2 3 ans, il s'en sort pas, il a eu 6 7 épisodes de tennis leg, bon, à un moment, il faut peut-être se résoudre à aller à la chirurgie. Ah, pardon, j'ai un appel. Hop. L'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, il faut y penser chez le sportif d'âge mûr ou sportif âgé, d'accord, rechercher des facteurs de risque cardiovasculaire et demander un échodoppler artériel. Alors, les syndromes canalaires, bon, faut toujours y penser. Ce sera plus localisé sur le territoire d'un nerf.
Les symptômes, ils vont être aggravés pendant l'activité physique, mais normalement, si vous interrogez bien votre patient, il vous décrira des douleurs d'allure neuropathique et des douleurs qui persistent au repos et qui peuvent être présentes la nuit, voilà, des douleurs un peu permanentes, douleurs de fond. Hop, je passe. Donc en conclusion, on a deux grandes familles. Les pathologies de surcharge mécanique, avec un examen de repos qui sera anormal et des douleurs qui vont persister après l'effort, périostite, fracture de fatigue, souffrance tendinomusculaire. Et on a les claudications d'effort, avec une disparition très rapide des douleurs au repos, un examen de repos qui sera normal au cabinet, examen clinique de repos, d'accord, repos, c'est important. Donc l'artère poplitée piégée et le syndrome de Loge. L'artère poplitée piégée et le syndrome de Loge, c'est des pathologies qui sont sous-diagnostiquées avec une errance diagnostique qui est énorme, entre 1 et 3 ans selon les études. J'ai énormément de patients, ça fait 7 ans, 8 ans, 10 ans qu'ils ont leurs symptômes. Donc il faut y penser et il faut les rechercher. Alors là, je vous ai fait un petit arbre diagnostic qui peut être utile. Je vous le laisse un petit peu si vous voulez le prendre en photo. Puis après, on va passer au cas clinique. Merci beaucoup Thomas, c'était hyper intéressant. Avant de passer au cas clinique, il y a Binge qui te pose deux questions si tu veux répondre pour faire la transition. Bien sûr, Le temps que les gens s'attardent un peu sur ce magnifique arbre, ce magnifique diagramme. il est La beau, hein, première question, je l'ai fait tout seul. magnifique, j'en doute pas. La première question de Binge, c'est une question sur ton capteur de pression. Mhm. Est-ce qu'il est réutilisable? Et si oui, lequel utilisez-vous? Bon, tu as montré un petit peu, mais je te laisse expliquer un petit peu quelle méthode tu utilises. Ok. Alors, il est réutilisable, enfin, il est réutilisable. Le scope de Réa est réutilisable, bien évidemment. Euh, En fait, c'est une utilisation dérivée. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, quand on a fait la thèse avec Pierre et qu'on a interrogé tous les médecins en France pour savoir comment ils faisaient leurs mesures de pression de loge. Moi, à l'époque, je faisais avec le matériel Compass. On avait quelques centres en France qui utilisaient des scopes de Réa et en fait, c'est une utilisation dérivée de la mesure de pression invasive intra-artérielle. Donc, au lieu de piquer dans une artère, on pique en fait dans le muscle. Le scope est réutilisable. Ce qu'on ne peut pas réutiliser, c'est la petite tubulure avec le capteur de pression et la poche de sérum Phi. Donc ça, on le change. Le capteur de pression, ça coûte environ 16 euros. La poche de sérum Phi, environ 50 centimes. Le matériel qu'on passe, il est à 160 ou 200 euros, quelque chose comme ça, et c'est à usage unique. Donc c'est beaucoup plus économique et c'est beaucoup plus précis que le matériel qu'on passe, enfin, le matériel qu'on passe est précis si on branche un robinet et qu'en injectant, après avoir injecté, on ferme le robinet, comme sur la tubulure du scope de Réa. Je crois que j'ai répondu à la question. Ouais, merci beaucoup. Et Binge nous pose une deuxième question. J'ai eu des patients avec des mesures supérieures à 30 millimètres de mercure au repos. Ça me rappelle que on a eu un patient aussi comme ça il y a quelques mois, qui est un patient qui avait pris énormément de muscles en fait d'une année sur l'autre, un patient qui faisait de l'Aerox et qui avait un vrai syndrome des loges qui a été opéré et qui avait du coup des valeurs très élevées. Mais je vais te laisser répondre à la question. Un patient qui a des mesures supérieures à 30 millimètres au repos, y a-t-il un intérêt dans ce contexte à faire les mesures post-effort? Alors oui, alors ça dépend. Enfin oui, dans tous les cas, il y a un intérêt. Vous avez vu je la remets, la diapo. Alors moi, j'ai pas repris encore tous mes patients. Je dois avoir environ, là, je pense que je suis à 250 ou 300 mesures de pression de loge. Il faut absolument que je publie tout ça et que je sorte des chiffres, mais j'ai quand même les chiffres en tête. Et puis, il y a l'étude que je vous ai montrée, mais je crois que je l'ai passée. Hop, 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 elle est où? Vous avez vu cette étude? La moyenne des mesures pré-effort, donc resting, c'est le gris clair là, à droite. Euh, Vous avez vu, la moyenne, elle est quasi à 40 millimètres de mercure, pré-effort. Donc, après, ça, c'est des patients symptomatiques. Mais on a chez énormément de patients qui n'ont pas d'augmentation après l'effort. Au niveau des loges antérieures, surtout la loge antérieure, un peu la loge latérale, des pressions de repos qui sont entre 25 et 35. Donc pour moi, la mesure à 1 minute, elle a quand même un intérêt, même si on a des valeurs élevées. Et je pense que ce seuil de 15,
il est beaucoup trop bas pour la loge antérieure. Parce que j'ai parfois des patients qui sont à 27-28 au repos et qui n'augmentent pas après l'effort. On ne va pas forcément les mettre dans la case syndrome de loge. Merci Thomas. Question suivante. Une question de Léa. Elle pose une question. Quelle dose de toxine injectez-vous dans la loge antérieure ou postérieure? Alors moi, j'injecte pas. Je fais pas de toxine botulique. Donc j'en ai fait dans ma formation de MPR, mais là j'en fais plus. La toxine botulique, c'est à délivrance hospitalière. Je travaille plus à l'hôpital, donc j'ai pas accès à la toxine botulique. Donc je peux pas vous dire sur les doses. Ok, merci. Question suivante. Peux-tu Mais remonter? juste pour compléter, moi dans ma pratique, je l'utilise en fait assez peu souvent parce qu'on l'a vu, c'est beaucoup de patients jeunes qui sont sportifs. Et donc, en fait, un traitement qui va être temporaire, bah, souvent, c'est pas satisfaisant. Ouais, moi, nous, Sinon, j'adresse à des collègues en région parisienne qui font de la toxine. Mais c'est peut-être deux, trois patients par an, max. et je me souviens dans ma thèse, je sais pas si tu te rappelles, mais on avait regardé, et en fait, finalement, en pratique, c'était réservé à des localisations très atypiques. Notamment, on avait vu chez des vignerons où ils faisaient ça dans la loge Thénard. Alors, c'est Hmm. savoir si effectivement c'est des vrais syndromes de loge, mais voilà, ils faisaient ça parce que ça durait 2 ans, 3 ans, et puis en fait, quand ils changeaient d'activité professionnelle ou qu'ils étaient à la retraite, ils étaient plus gênés, et voilà. Mais Voilà, c'est ça. Voilà, si on pense que l'activité va être arrêtée, bah, pourquoi pas faire un toxine botulique qui est transitoire. Mais chez un patient de 25-30 ans qui peut pas courir, bah, il a 20 ans, 30 ans de sport à venir dans sa vie. Donc, bon. alors, question suivante. Après, donc, il reste 3 questions. On va essayer de passer un peu vite pour que tu aies le temps de faire tes cas cliniques. Peux-tu Mhm. remonter le montage du capteur de pression et as-tu la référence de la thèse qui explique le montage? Donc, c'est ma thèse à moi, donc je vais vous mettre la référence dans le chat. Et si tu peux remontrer vite fait la vidéo, comme ça, tout le monde pourra voir le scope. Et Théo qui demande pareil, est-ce que tu pourrais expliquer ton système avec le scope de Réa? Bon, je vais expliquer brièvement. En fait, c'est un scope, c'est un système de mesure de pression artérielle invasive qui est utilisé par les réanimateurs pour avoir une pression artérielle invasive du coup. Et sauf qu'au lieu de piquer avec un cathéter artériel dans une artère, on pique avec une aiguille intramusculaire dans le muscle. Alors le montage, bah, il faut juste se renseigner sur comment on raccorde une tête de pression artérielle sur un scope. Je pense que c'est... Alors je sais pas si c'était détaillé dans ma thèse, mais en tout cas je vais vous mettre les... Vous aurez le montage qui est noté, vous avez vu la vidéo de Thomas. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez éventuellement nous adresser par mail. Moi je crois que j'avais écrit un protocole de comment monter le truc et tout ça. Après en fait il faut juste l'avoir fait une fois. Hein, tu me dis si tu es d'accord avec moi Thomas, mais il faut l'avoir Mhm. fait une fois et en réalité c'est pas très compliqué quoi. Non, non, c'est pas très compliqué. Une fois qu'on l'a fait, il y a deux, trois petits trucs à savoir. Le mieux, c'est de le voir en vrai, je pense, parce qu'en vidéo, voilà. Donc après, s'il y en a qui veulent, ils peuvent venir avec toi, je pense. Mais je sais pas si à l'hôpital tu fais avec le scope ou avec le Ah, compass, ou À moi, ils l'INSEP, peuvent. à l'INSEP, ils n'ont pas de scope. Je vais essayer de les convaincre durant l'année de finir d'en acheter un. Mais en tout cas, dans d'autres centres, à Jean Verdy, on a le scope. On va faire en plus notre petit papier dont on a parlé dessus. Donc oui, oui, s'il y en a qui veulent venir voir, vous pouvez toujours nous contacter. Moi, c'est pareil, hein, je fais une fois toutes les 3 semaines, 8 à 10 patients dans la journée. Donc voilà, j'ai une centaine de patients par an pour mesure de pression de loge. Donc s'il y en a qui sont intéressés, qui veulent venir voir, passer une demi-journée ou la journée, et puis je leur montre comment je fais et le montage, etc. Sans problème. Allez, on va vite les dernières questions. Après, si vous avez d'autres questions, vous nous les renverrez. On verra si on a un peu de temps. Il y a Pierre qui nous pose une question qui est effectivement hors sujet. Quelle pratique pour les syndromes de loge des membres supérieurs? Euh, Pareil, j'ai une haltère et un grip. Et donc, c'est très souvent les loges antérieures superficielles et profondes qui sont touchées. Donc, mesure au repos. Ensuite, je fais le hand grip, l'haltère, flexion de poignet, pronosupination. Enfin, les muscles impliqués dans ces loges. Euh, En général, ça marche très très bien. En 2 3 minutes, ils ont les loges qui sont hyper tuméfiées, hyper douloureuses. Et je repique après l'effort. Voilà, ils ramènent pas leur moto en consultation. Et dernière question, et après on va passer au cas clinique. Une question plus organisation administrative.
en pratique libérale, hors hospitalier, comment se déroule la mesure de pression? Et alors, y a-t-il une cotation? J'ai la réponse, c'est oui. C'est coté 0 € par la Sécu, Mm, c'est chouette. Mais mm. Thomas, peut-être est-ce que tu peux nous détailler, toi, comment tu l'organises? Voilà. Alors, moi, je prends des créneaux de 45 minutes. Je cote, actuellement, je cote épreuve d'effort avec ECG discontinu. C'est ce que cote Alain Frey à Poissy. Épreuve d'effort avec ECG discontinu, mesure de pression de loge et guidage échographique, je crois, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est à 100% dans les clous? Je ne sais pas. Est-ce que ça permet aux patients d'avoir un petit remboursement? Oui, parce que comme tu disais, la PIM est remboursée zéro, ce qui est une aberration. Voilà, à terme, peut-être que je changerai pour mettre simplement en APC, mais les patients seront moins bien remboursés. Bon, de toute façon, ça va pas s'arranger les remboursements, donc faut essayer de trouver une solution, mais c'est pas simple. Mm. Mais Donc ça, en libéral, oubliez le compas, hein. voilà, Sauf c'est sauf surtout si, ce que j'allais sauf si rajouter, vous c'est faites que payer 500 euros aux patients, ça dure ça pression n'est de l'offre. possible que parce que tu as un jetable qui coûte peu cher. Sinon, effectivement, le Compass, c'est 232 € hein, parce que, Ah, ok. voilà, donc effectivement, oubliez ou alors annoncer aux patients, faut faire un devis. Et là, c'est plus votre tarification à vous, c'est un geste qui va coûter 350 ou 400 €. Donc, Ah ouais, voire plus. Ouais. Mm. voire plus, voire plus. Et dernière question, je vais répondre moi-même. La place de l'élostographie dans le diagnostic, donc comme le disait Thomas, c'est pas de niveau de preuve suffisant. Il y avait une étude qui était prometteuse, qui avait été faite à Angers avec un matériel qui s'appelait le Myoton Pro, qui avait été élu meilleure mémoire d'FST en 2023. Et c'était une étude préliminaire et on n'a pas eu de résultat. Donc je ne sais pas si dans l'assemblée, il y a la personne qui avait présenté son mémoire là-dessus ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, l'élastographie n'a pas de niveau de preuve suffisant. Donc voilà. Enfin, on n'a pas de niveau de preuve du tout d'ailleurs, hein. À part cet appareil particulier qui était en fait un espèce d'élastomètre portatif. Mais sinon, en fait, comme il n'y a pas de référence de base, et que ça reste une maladie rare, en fait, on n'a pas de seuil de dureté musculaire qui permettrait de faire le diagnostic. Et donc, du coup, en pratique, c'est inutilisable. Ah bah tiens, il y a Julie, salut Julie, qui dit on relance l'étude sur Poissy-Saint-Germain pour l'élastographie. Ah bah c'est bien ça. Voilà. Si on a un examen non invasif, ça serait parfait. On attend les résultats avec impatience. Tu nous tiens au courant, Julie. C'était pas le docteur Belland, non. Bon, allez, on va passer Passe on au va cas laisser Thomas clinique. faire ses cas cliniques. Et puis, s'il y a d'autres questions, je vous laisse les noter dans le chat. On essaiera de faire les questions à la fin. Alors, hop, hop, hop. Alors, toc, toc, toc. Hop, hop, hop. Alors, premier cas clinique. Donc, c'est un homme de 27 ans qui vient consulter pour des douleurs des deux jambes à l'effort. Douleurs en course à pied au bout de 5-10 minutes, à la pratique du tennis et au football, notamment si beaucoup de courses et de changements d'appui. Les douleurs se situent en regard des loges antérieures et latérales. Elles évoluent depuis 10 ans. Le patient, il décrit une claudication d'effort, donc il n'a pas de douleur au repos, ni au début de l'effort, même s'il a fait du sport la veille. Ça apparaît en quelques minutes et ça s'aggrave avec la durée ou l'intensité de l'effort. Les douleurs, elles régressent complètement en 5-10 minutes de repos post-effort. Il a la sensation que les muscles sont... Alors si, je précise, tous ces cas cliniques sont des vrais cas cliniques, c'est des patients que j'ai vus ces 3-4 dernières années. Aucune histoire n'est modifiée, c'est que du vrai. Donc il a des sensations de muscles indurés qui vont exploser. La clinique, elle est strictement normale au repos. Le test de battement que je vous ai montré en vidéo est positif avec des hernies musculaires au niveau des loges antérieures. Doit-on réaliser des examens d'imagerie? Ouais, je vous laisse à chaque... Quand je pose des questions, je laisse 5-10 secondes, vous répondez vite fait sur le chat, et puis histoire que ce soit un peu participatif. Ah, il y a Binge qui nous propose une radio de principe. Ouais, allez-y, hein, répondez, répondez, n'hésitez pas. Ouais. Raphaël Peupeut qui propose une écho, un écho Doppler éventuellement, Pierre-Emmanuel Dolé. Tu vois le chat ou pas, Thomas? Ah ouais, c'est bon. Ok.
Alors, moi j'ai dit, hop, on est tous médecins, on a tous notre avis. Moi j'ai dit non, cas typique, cas facile, imagerie inutile. Mesures de PIM ont été réalisées en première intention sans d'autres examens d'imagerie. Loge antérieure, 77 et 65. Alors là, j'ai pas précisé, hein. Une minute post-effort, je vous avais dit, moi je fais jamais 5 minutes et je fais les mesures au repos. Je fais repos et une minute post-effort. Loge antérieure, 77 et 65. Loge latérale, 51 et 45. On confirme le diagnostic. Syndrome de loge d'effort touchant les loges antérieures et latérales des deux jambes. Il y a eu une aponeurectomie bilatérale en un temps sur ces deux loges, aux deux jambes. Il a repris la course à pied et le tennis au bout d'un mois avec régression complète des symptômes. Voilà, ça c'est vraiment le cas typique. On ne peut pas passer à côté. Personnellement, je n'ai pas demandé d'examen complémentaire. Je vois pas trop quel autre diagnostic on peut évoquer. C'est au niveau des loges antérieures et latérales. Il n'y a pas d'argument pour autre chose. Bon, voilà, je suis allé directement à la mesure de pression de loge. Très bien. Du fait de l'association classique avec le syndrome de l'artère-poplitée piégée, pourquoi tu ne fais pas une écho-doppler dynamique systématique? Ben, les prochains cas vont répondre à la question de Gwen. Et radio de principe, pour Binge, ouais, je vois pas trop pourquoi. Si on pense pas à une fracture de fatigue, je vois pas trop pourquoi on ferait une radio. Le patient, pour rappel, il a 27 ans, il a ça depuis 10 ans, hein. Donc, bon, c'est des douleurs uniquement à l'effort. Il n'y a pas non plus d'arrière-pensée tumorale, infectieux ou quoi que ce soit. Bon, je vois pas trop. Ok, allez, cas suivant. Alors, un homme de 24 ans qui pratique le MMA 2 fois par semaine et la course à pied 3 fois par semaine. Il a des douleurs antérieures et surtout postérieures des deux jambes à la course à pied et lorsqu'il sautille en MMA. Associé à ça, il a des paresthésies aux pieds et des sensations de muscles indurés. La symptomatologie évolue depuis 2 ans. Les douleurs, elles surviennent en quelques minutes et elles évoluent favorablement en quelques minutes de repos, mais il garde une tension musculaire pendant 24-48 heures. Cliniquement, on retrouve uniquement une douleur à la palpation du bord postéromédial des deux tibias. Alors, est-ce que c'est une simple périostite? Est-ce qu'on demande une IRM pour une périostite? Je laisse un peu de temps de réflexion, le temps d'absorber les infos de ce cas clinique que j'ai donné. Même s'il n'y a pas de réponse, c'est pas grave. Pour que ce soit utile, il faut que les gens aient le temps de réfléchir au cas. Alors, ça arrive hyper fréquemment. Ça arrive hyper fréquemment. En fait, il faut poser la question au patient lorsqu'on l'examine. Quand on palpe son tibia, son bord postéromédial, ça peut être douloureux. Déjà, c'est pas agréable, hein. Si vous le faites sur vous-même, vous allez voir, c'est pas agréable. Encore moins chez quelqu'un qui a une périostite. Mais il faut lui poser la question, est-ce que c'est votre douleur? Est-ce que c'est pour ça que vous venez me voir? Et lui, il répond clairement, non, ça c'est une douleur que je connais. En effet, on m'a déjà dit que j'avais une périostite, mais c'est pas pour ça que je viens vous voir. Moi, ma douleur, elle est plus au niveau du mollet et elle vient à l'effort progressivement. Bon, ok, c'est assez typique. Donc là, pour le coup, on a des douleurs postérieures. Donc quand on a des douleurs postérieures, on va rechercher le couple syndrome de Loge, piège poplité. Tout à l'heure, pour répondre à Gwen, c'était des douleurs strictement antérieures et latérales. Donc ça, c'est pas en faveur d'un piège poplité. Piège poplité, c'est douleur globale ou douleur postérieure. Donc la mesure de pression au niveau des quatre loges, elle s'avère positive. Donc on voit bien les mesures. Donc vous voyez la loge antérieure, loge latérale. Donc c'est avant effort, post effort. Et vous voyez loge antérieure et loge latérale. Avant effort, 25, 28, 39 et 23. Donc des mesures quand même déjà bien élevées. On a demandé aussi un écho-doppler artériel qui retrouvait une sténose partielle des artères poplitées à 50 et 80% sans variante anatomique. Alors est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on fait autre chose?
Ouais, exactement. Alors, pas angio-IRM, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le cours. Maintenant, vraiment, les radiologues, pour en avoir parlé avec pas mal d'entre eux qui sont spécialisés, c'est angioscan. Bon, après, il y a peut-être pas des angioscans partout, mais l'angioscan est plus précis que l'angio-IRM. Donc, quand vous avez le choix, favorisez l'angioscan. Donc, chez lui, on s'arrête pas là, hein. On a une sténose qui est partielle, donc c'est pas très, on sait pas trop si finalement s'il y a une artère poplitée piégée associée. Donc, on complète par l'angioscan. Donc, bien sûr, angioscanner artériel des membres inférieurs avec manœuvre de flexion plantaire contrariée qui nous dit, j'ai fait une capture d'écran du compte-rendu, sténose complète de manière bilatérale, juste sous la ligne bicondylienne et à hauteur des plateaux tibiaux, sans vascularisation du réseau d'aval à l'effort. Donc le diagnostic final, c'est un syndrome de loge d'effort des quatre loges, associé à un syndrome de l'artère poplitée piégée fonctionnel aux deux jambes. Ce patient, il a eu une chirurgie en un temps, syndrome de loge des quatre loges, plus artère poplitée piégée, la jambe droite, et il a eu la seconde jambe à distance. Hop. C'est c'est le chirurgien vasculaire qui a fait les deux ou ils C'est le sont... chirurgien vasculaire qui a fait les deux. Sur Paris, moi j'adresse à Raphaël Coscas, Mhm. à Ambroise pareil. Hop, cas suivant. Femme de 36 ans qui présente des douleurs à type de contracture du mollet droit à l'effort, qui évolue depuis quelques mois suite à une course de 10 km. Elle décrit également des discrètes féssalgies droites. Elle a des douleurs qui s'aggravent progressivement à l'effort, qui surviennent plus vite si elle a fait du sport la veille. Les douleurs persistent pendant 3 4 jours après l'effort à une intensité moindre. Elle a des douleurs en vélo. Alors, je regarde les messages. Alors, les variantes anatomiques, en fait, on les voit sur l'angioscan et sur l'échodoppler. Sur l'échodoppler, vous le verrez aussi dans les cas suivants, enfin en tout cas si c'est des bons radiologues, l'échodoppler est suspecté en fonction du trajet. Sur l'échodoppler, on peut voir le trajet de l'artère qui va être modifié et on peut voir aussi les insertions musculaires et pareil sur l'angioscan. Donc en fait, les variantes anatomiques, elles sont vues sur ces examens. Toc, 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 j'ai passé la diapo. Donc, je reprends pour ce cas-là, pardon. Donc, les douleurs, elles persistent 3 4 jours après l'effort, à une intensité moindre. Elle a des douleurs en vélo. La kiné ne fonctionne pas. Elle a une IRM de jambes et de genoux quand elle vient me voir, qui montre essentiellement une chondropathie rotulienne, rien au niveau de la jambe. Et elle a un discret syndrome rotulien cliniquement. Voilà. Alors, est-ce qu'on fait la mesure de pression de loge? On est droit. Il a faire une discrète faciale, une souci. C'est merveilleux. Puis, Alors, TDM, IRM lombaire. Non, syndrome piriforme. Ah, il y a des très belles réponses. Il y a des très belles réponses. Endofibrose. Alors, elle se plaint pas de douleur de cuisse. Ouais, intéressant les réponses. Alors, cas compliqué, hein. Cas compliqué. on est droit. Donc, il y a plusieurs atypies. Le côté unilatéral, la féssalgie, même si vraiment sa plainte principale, c'est son mollet. Des douleurs sur le vélo. Alors, c'est vélo récréatif, hein. Endofibrose, j'ai pas été très précis, mais c'est vélo pour aller au travail, quoi. C'est pas une grande cycliste. Les douleurs qui persistent 3 4 jours après l'effort. Et puis un facteur déclenchant, c'est survenu après une course de 10 km. Bon, plusieurs atypies, on n'est pas franchement sûr du diagnostic. Mais bon, l'IRM de jambe, il n'y a pas d'anomalie. Cliniquement, j'avais pas d'étiologie en tête. La kiné, ça fonctionne pas et ça évoluait quand même depuis 6 mois. Alors, je suis allé rechercher le syndrome de Loge et le piège poplité. J'aurais peut-être pas dû. J'ai peut-être fait une erreur. Bon, après, c'est facile à dire après coup, hein. Et en effet, syndrome de Loge, piège poplité négatif. Et donc, devant les féssalgies, je demande quand même l'IRM du bassin.
Et donc l'IRM du bassin, il y a quelqu'un qui l'a évoqué dans les commentaires, on retrouve un magnifique conflit ischio-fémoral avec une réduction de l'espace et un œdème des carrés fémoraux qui explique ces douleurs. Et cette patiente, elle a été infiltrée la semaine dernière et pour l'instant, elle va mieux. Voilà, mais on n'est qu'à une semaine, donc on reste raisonnable sur le résultat. Voilà, mais très beau cas. J'en ai pas eu beaucoup des comme ça. Avec vraiment une présentation, la plainte, elle arrive, c'est douleur du mollet. Petite féstalgie, mais vraiment douleur du mollet, c'est sa plainte. Donc bravo à Raphaël Pédeup qui a évoqué le syndrome du piriforme. Même si c'est un conflit ischio-fémoral, on n'en est pas loin. Alors, je vois qu'il y a encore débat sur angio-IRM, angio-scan, hein. Il n'y a pas de doute, hein, angio-scan est mieux que l'angio-IRM. Ok, allez, on passe au suivant. Alors, patiente de 77 ans qui vient me voir, elle en peut plus, ça fait 3 ans qu'elle a mal, elle a des douleurs du mollet gauche à l'effort, uniquement à l'effort, claudication d'effort typique à la marche simple. Elle a juste du lévothyrox, elle a parfois des fessialgies, des douleurs latérales de hanche, bon, à 77 ans, est-ce que c'est étonnant? Imagerie, sa médecin traitant lui a tout fait. Enfin, elle pense avoir tout fait. Vous pouvez regarder IRM lombaire, IRM du mollet, EMG, écho Doppler, tout est négatif, elle en peut plus. La médecin traitant me demande une mesure de pression de loge. Est-ce qu'on y va? Surtout pas. Ouais, très bien, bravo. Bravo, bravo, c'est ça. Eh ben non, on n'y va pas. 77 ans, unilatéral, douleur simplement à la marche. Bon, vous avez répondu que rechercher chez cette patiente, quel examen prescrire? Ben, c'était une Naomi, hein, elle avait fumé pendant 20 ans. Elle n'avait pas de cholestérol, pas de diabète, ça a été recherché après, pas d'hypertension non plus. Mais elle avait fumé, elle a son âge. Voilà, donc elle avait une occlusion de l'artère fémorale superficielle. Bon, elle était contente, hein. 3 ans qu'elle avait mal, elle était contente qu'on ait trouvé. Tac, je regarde les messages rapidement. Tac, tac, tac. Très bien. Ok. Alors, jeune homme de 16 ans qui a des douleurs des deux mollets, surtout le gauche, post-effort suite à un match de football il y a 10 jours. Il n'a pas eu de traumatisme durant le match, il a eu des douleurs dès le lendemain et qui se sont aggravées progressivement dans les jours qui ont suivi. Cliniquement, on a une discrète boiterie d'esquive à cause des douleurs. On a une douleur à la palpation, à la contraction, à l'étirement du triceps sural. Il vient avec un résultat d'écho qui montre une hyperéchogénicité multifocale des fibres musculaires, c'est la conclusion, et il a une CRP à 34. Il est adressé pour une mesure de pression de loge par son rhumatologue. Est-ce qu'on y va? Alors, 8 messages. Tac, tac, tac. Myosite, non, 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 surtout pas. Non, surtout pas. Donc il y a plein de choses qui vont pas. Il a des douleurs post-effort, c'est pas pendant l'effort, qui durent plusieurs jours. La clinique est pathologique, l'échographie est pathologique, la CRP est élevée. Il faut demander un avis spécialisé. On fait une nouvelle bio, enfin c'est ce que j'ai fait, avis spécialisé, j'ai represcrit une bio, IRM des jambes. L'IRM retrouve multiples plages en hypersignal STIR, donc c'est un aspect de myosite en effet, une CRP qui a continué un peu à augmenter. Je crois qu'entre les deux bios, il y a 4-5 jours d'écart. Et à l'interrogatoire, quand il a vu un autre rhumatologue à l'hôpital, il a précisé il avait des douleurs depuis 3 ans aux deux mollets en post-effort, mais qu'habituellement c'était beaucoup moins intense et ça durait moins de 24 heures. Donc il a eu une HDJ à Bicêtre, multiples explorations négatives, études génétiques en cours, retour à domicile, et 2, 3 jours après l'hospitalisation, le rhumatologue m'appelle, la maman m'appelle pour me demander de réaliser la mesure de pression de loge parce que l'HDJ Bicêtre n'a pas trouvé, n'a pas de diagnostic et le patient est douloureux. Est-ce qu'on y va?
Les CPK étaient normaux. Je vous ai mis ce qui était anormal. Les CPK étaient normaux. Mais CPK dosé sur ma bio, il est venu me voir 10 jours après l'effort. Donc CPK dosé, ouais, je pense 12 ou 13 jours après l'effort. Eh ben non, toujours pas de mesure de pression de loge, hein. C'est pas du tout mon rayon. Là, c'est clairement, je sais pas ce que c'est hein, à ce moment-là, mais clairement, c'est pas pour moi. Donc là, je dis au rhumatologue que c'est pas un syndrome de loge, que je sais pas ce que c'est, mais c'est pas un syndrome de loge. Du coup, je le réoriente à Bicep. Je lui dis de retourner aux urgences parce qu'il était vraiment douloureux, le patient. Sa maman très inquiète. Du coup, il est hospitalisé. Et finalement, pendant son hospitalisation, ils ont les résultats de la génétique. Et c'était une fièvre méditerranéenne familiale. Voilà, donc le traitement de sortie à Pranax à la demande. Donc c'était une crise de fièvre méditerranéenne familiale. Voilà, bon, je voulais vous le mettre celui-là parce qu'il est quand même rarissime, je pense, enfin, cette pathologie est pas rarissime, mais cette présentation, voilà, et donc faut résister aux demandes de mesures de pression de l'âge parce que quand on en fait, on a plein de conneries qui viennent en consultation et il faut savoir faire la part des choses, même quand il y a un peu de pression de la maman qui était très inquiète et d'un collègue rhumatologue qui connaît pas bien le syndrome de l'âge. Voilà. Alors, cas suivant. Voilà. Cas suivant, si ça veut bien. Alors, un homme de 24 ans qui se plaint de fatigue puis de contractures douloureuses des deux mollets à l'effort en course à pied. Ça apparaît en 5 minutes environ de course et ça évolue favorablement en quelques minutes post-effort. Globalement, il décrit une planification d'effort assez typique. Ça évolue depuis 6 ans. Il vient avec une IRM des jambes qui est sans anomalie. Mon examen clinique de repos est normal et il est adressé pour PIM. On y va? Eh ben oui, on y va. Présentation typique, douleur postérieure, donc recherche concomitante, syndrome de Loge et piège poplité. Alors la mesure de PIM, elle est négative, mais bon, on a demandé l'écho-Doppler, et l'écho-Doppler, il retrouve un piège anatomique de type 2. Donc sténose dynamique complète des deux artères poplitaires à hauteur de la ligne bicondylienne en raison d'une configuration anatomique prédisposante avec une insertion latérale du gastrocnémien médial. Je vous la mets, je vous remets le schéma. Tac, 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 tac. Wow, je suis allé trop vite. Alors, hop. On va y arriver. Voilà. Donc, c'est celle en haut, tout à droite. Voilà. Donc, en fait, ça change le trajet de l'artère poplitée puisque le gastroc vient s'insérer en latéral de l'artère. Hop, on retourne sur le cas. Tout. Ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Alors, est-ce qu'on s'arrête là? Piège anatomique de type 2 en écho-Doppler, est-ce qu'on s'arrête là? Il t'en reste combien, Thomas? Un seul après. Bon, on peut faire le dernier, c'est bien, je pense. Ouais, ouais, carrément. Les gens ont l'air d'être intéressés, donc vas-y, hein. T'as une question de Gwen. Alors, dans ce cas-là, claudication typique, on pourrait penser au SAP en première intention. Tu restes invasif avec la PIM en première intention en même temps que le Doppler. Eh bien oui, parce qu'on a vu que chez les patients qui ont une artère poplitée piégée, dans 50 à 80% des cas, ils ont un syndrome de l'âge d'effort. Donc en fait, quand tu recherches l'un, tu recherches l'autre. Ça n'a pas de sens de rechercher un seul des diagnostics. C'est systématique. Douleur postérieure de jambe, tu recherches les deux claudication d'effort, postérieure, tu recherches les deux, ensemble. Donc là, on s'arrête pas là. On a un échodoppler qui est pathologique. On l'a vu, l'examen le plus précis, c'est l'angioscan. Donc on demande l'angioscan et on a bien fait parce que l'échodoppler, elle ne nous montrait pas tout ça. À gauche, on a une thrombose qui est complète de l'artère poplitée. Et à droite, on a une ectasie anévrismale post-sténotique. Donc on a les complications que je vous décrivais dans ma petite diapo sur les pièges anatomiques de l'artère poplitée.
Donc ce patient, il a 26 ans, je crois, ou 24. Donc lui, il faut qu'il voit rapidement le chirurgien vasculaire. C'est ce qu'il a fait. Et donc là, je vous ai mis la reconstruction de l'angioscanner avec sur l'image de gauche sur votre écran la thrombose. Donc on voit qu'il n'y a plus du tout de flux dans l'artère poplitée et on voit la collatérale, le réseau collatéral qui s'est énormément développé par rapport à l'autre côté. Et de l'autre côté, on voit la sténose et après la petite extasie, la petite dilatation anévrismale post-sténotique. Magnifique image, je trouve. Alors, dernier cas, femme de 38 ans qui vient pour des douleurs postérieures, un peu latérales, postérieures, postérolatérales du mollet droit à l'effort depuis 1 an. Elle a des douleurs en 5-10 minutes de marche ou de danse, sensation de tension, de contracture, d'engourdissement. Elle a une régression rapide des douleurs au repos en quelques minutes, mais elle décrit un fond douloureux un peu permanent. Elle vient avec un écho-doppler veineux, un écho-doppler artériel et une IRM des jambes sans anomalie. La clinique est sans anomalie. Elle est adressée pour une mesure de pression de loge. Est-ce qu'on y va? Hop, allez, je passe. Alors, elle fait partie des cas où on est un peu le cul entre deux chaises. Il y a des aspects atypiques, le côté unilatéral, le fait qu'elle ait 38 ans, un peu comme ça du jour au lendemain, et puis ces petites douleurs un peu permanentes de fond. Mais en même temps, la clinique de repos, elle est normale. Les explos qu'elle a déjà réalisés, elle en a fait pas mal, hein. IRM de jambes et écho-doppler veineux et artériel sont négatives. Et elle a quand même un caractère clairement claudiquant. Elle dit clairement que ça s'aggrave à l'effort et que ça s'améliore grandement en quelques minutes de repos. On va à la mesure de pression de loge. Elle est négative. Du coup, on fait quoi? Bon, je pense que vous avez compris. On fait l'écho-doppler en centre spécialisé. L'écho-doppler artériel, j'ai pas précisé. Écho-doppler artériel en centre spécialisé. Elle avait déjà eu un écho-doppler artériel, mais il n'y avait pas eu les manœuvres dynamiques et c'était pas en centre spécialisé. Et là, forcément, le résultat est différent. Sténose artérielle de 50% par une formation hydrique, par ce qui semble être un kyste provenant du genou. Il voit pas très bien sur l'écho-doppler. Du coup, ah oui, j'avais demandé l'écho-doppler et j'avais demandé aussi un EMG devant ce côté un peu douleur permanente. Le EMG conclut radiculopathie S1 droite modérée. Donc, devant ce résultat d'écho-Doppler et ce résultat de MG, j'ai demandé une IRM du genou. Et là, vous avez le résultat de l'IRM. Donc, je vous ai mis deux coupes. On voit un énorme kyste, en fait, développé aux dépens du ménisque externe et qui vient comprimer tout le paquet vasculo-nerveux poplité. Donc là, on est vraiment dans le cas du piège poplité avec une compression mixte artérielle et nerveuse avec ses douleurs, ses paresthésies, ses sensations d'engourdissement. Voilà, donc ça aussi un cas assez intéressant. Et elle avait pas du tout de gonalgie, aucune douleur au genou. Genou sec, on voit sur l'IRM, hein, il n'y a pas du tout d'épanchement. Voilà, donc là, il y a eu une décision d'infiltration double, intra-articulaire et dans le kyste. Alors malheureusement, le kyste, elle a été infiltrée la semaine dernière. Le kyste, ils n'ont pas réussi à le vider. Donc je ne sais pas si ça va fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, elle sera opérée. Et voilà, on est bon. On a fait tous les cas cliniques. Merci beaucoup Thomas. C'était passionnant comme attendu. C'est vrai que c'est toujours des pathologies pas c'est pas évident de faire le distinguo quand les tableaux sont pas typiques. Et c'était bien d'avoir ton expérience, toi qui en vois beaucoup. Voilà, que tu me donnes un peu les clés pour nous aiguiller dans la démarche diagnostique. Bah, Je vous passe un petit message de Raphaël Peupeud, qui fait sa thèse visiblement sur le syndrome des loges d'effort antérieur ou antérolatéral chez le coureur. Utilisant Strava ou monde connecté, l'hypothèse c'est qu'une cadence basse peut favoriser un syndrome des loges antérolatérales. Blablabla. Il est en manque de patients, Raphaël. Et donc il nous a mis son adresse mail. Il nous a mis son adresse mail dans le chat. Donc n'hésitez pas à lui envoyer. Alors tu peux nous faire un mail si tu veux au CJMS si tu veux qu'on passe. Je sais pas si si t'as un Google Form, Raphaël, ou quoi. Si ouais, tu veux qu'on alors, passe. Raphaël, je suis en contact avec lui. Je vais lui donner quelques patients. J'en ai quelques-uns sous le coude.
Mais après, s'il y en a d'autres qui veulent lui donner des noms, je t'ai pas oublié, Raphaël, hein, mais j'ai eu quelques petites choses à entre-temps, mais je t'ai pas oublié. Eh ben, Je vois juste une ou deux questions. Pauline, peut-être un peu hors sujet, mais quel est ton avis sur le continuum périostite et fracture de fatigue? Je pense qu'il y a clairement un lien. On a plein de patients qui ont des descriptions IRM de périostite et ils ont vraiment la symptomatologie de périostite sur le bord postéromédial et ils ont aussi à un endroit une douleur vraiment exquise avec des douleurs beaucoup plus fortes. Et en effet, la conclusion de l'IRM, c'est périostite, fracture de fatigue. Est-ce que c'est un continuum? Est-ce que c'est deux pathologies différentes? Ce qui est sûr, c'est que les facteurs de risque sont, enfin, ça se retrouve, c'est les mêmes. Donc, je sais pas. Je sais pas si c'est un continuum ou si c'est deux pathologies qui ont les mêmes facteurs de risque et donc qu'on retrouve ensemble. Mais bon, il y a clairement des liens entre les deux. Mhm. Après, est-ce que c'est Ok. intéressant de savoir s'il y a vraiment un continuum? Je sais pas. Je pense pas qu'il faille se faire des nœuds au cerveau pour pour ces pathologies. Euh, voilà. Euh, euh, mes délais pour les mesures de pression de loge, j'en fais toutes les 3 semaines. Donc, globalement, les patients, je les vois toujours en consulte avant pour faire les points sur les dossiers. Parce que vous l'avez vu, il y a quand même des dossiers qui sont atypiques, qui sont rares. Et c'est important